que je l'aime cette musique les amis, que j'aime vous retrouver surtout sur Roulis. Merci à tous d'être présents dans l'émission cyclisme de FT Sport. Pour ceux qui nous écoutent en podcast ou ceux qui nous regardent sur YouTube, on vous remercie à tous et vous n'hésitez pas, vous mettez un petit like en plus sur YouTube pour permettre à l'émission de remonter. Merci à tous. Aujourd'hui, on va être ensemble pendant un peu moins d'une heure pour parler bien évidemment de Pogačar, de sa victoire sur les Strade Bianche, parce que oui, désolé, on n'a pas de surprise à vous donner. Eh bien, le Slovène a gagné la course italienne, c'était prévu, c'est arrivé. Voilà, il a chuté, mais il a quand même gagné à la fin et on va se tourner sur la suite avec des Français. On en parlera aujourd'hui, mais je ne vais pas tout vous révéler. Avant, je vais, après vous avoir salué les copains en plateau. Comment ça va, mon Polo ? En forme ? Ça va très bien. Je suis ravi d'être de retour sur ce plateau. Alors, on s'est déjà croisé au détour d'autres émissions sur d'autres plateaux, mais ce plateau, c'est le nôtre et je suis toujours content de vous retrouver. Il y a une petite nouvelle déco un peu, c'est vrai, un peu sympathique. C'est très bien fait. Avec la une de Julien. Avec la une de Julien, champion du monde. Voilà, non, je suis très heureux de vous retrouver. Certains plus que d'autres, plus toi Joseph que Robin notamment. Mais bon, il va falloir faire avec toute la saison. Ouais. On va essayer que ça se passe bien. Il va falloir faire avec Poupou derrière toi. Mon Robin, comment ça va ? Ouais, je vais très bien. Ça te va d'être sur le cadre de Raymond Poulidor ? Moi, tu sais, j'aime bien les trucs un peu vintage et tout dans le vélo. Donc, du côté de l'affiche vintage, ça me va très bien. Et tu sais que les gens nous attendent. Hein. J'ai fait 100 mètres entre la station de métro ici. J'étais arrêté 4 fois. Tu vas tourner Roulis, ça y est, j'ai tout aujourd'hui. C'est enfin le jour de la reprise. Oui, tout à fait, c'est le jour de la reprise. Donc les gens attendent. 4 fois par ta propre mère qui était là. J'ai reçu des textos. Il a raison, de temps en temps, les gens campent devant le studio pour savoir quand est-ce que Roue Libre reprend. Donc, on est obligé de communiquer là-dessus. Polo, il dort dans le canapé, alors qu'ils attendent pas du tout Polo. Le sommaire de l'émission, messieurs. Donc, comme je le disais en préambule, Tadej Pogačar, on va parler de sa victoire sur les Strade Bianche, mais on va surtout se poser une question pour ceux qui se sont ennuyés devant la course et aussi pour les coureurs qui l'ont affronté. Est-ce que c'est pas un peu relou d'affronter Pogačar parce qu'on sait qu'on va perdre ? Pidcock a tenté quand même. On va se poser la question, est-ce que Pidcock doit partager et surtout est-ce que Pogačar doit partager ? Pogačar effectivement doit partager. Est-ce que la domination de Tadej est un problème finalement pour l'image du vélo et puis pour l'intérêt des courses aussi? Ce sera le débat du jour. Le focus, on va parler des Français. Les Français, alors pas n'importe lesquels, les Français, les jeunes Français, ceux qu'on peut attendre cette saison. Elle est belle la photo de Paul Magnier. Paul Magnier, le coureur de la Soudal, qui va se positionner parmi les Français qui peuvent espérer quelque chose cette année. On parlera aussi de Romain Grégoire, on parlera de Lenny Martinez et on parlera de Paul Sexas. Paul Sexas, 18 ans, qui est peut-être celui des 4 que vous connaissez le moins. Mais voilà, il a signé chez Decathlon, donc on va... se poser la question, je vais vous poser la question, parce que c'est vous les spécialistes, quelle peut être aujourd'hui l'espérance pour la saison de Paul Sexas, et on terminera avec les bonifs. La bonif, je ne sais pas lequel de vous deux a mis un coureur de la Q36.5, c'est Tom Pidcock, c'est Polo. Donc du coup, on parlera de Tom Pidcock. Dans les tops et les flops, et en gros c'est des bonifs, savoir ce qu'on a retenu du début de saison, les amis. Voilà pour le sommaire de cette émission. La course du coup qui a eu lieu ce week-end, c'est les Strade Bianche. On va regarder le classement le top 10 de ces Strade Bianche. Donc victoire de Tadej Pogačar devant Tom Pidcock et Tim Wellens, l'équipier de Pogačar. Ben Illy, l'Irlandais de l'IF, termine 4e. Pello Bilbao termine 5e. Et ensuite, ce sont des coureurs qu'on n'attendait pas nécessairement dans le top 10, mais qui sont là, qui font un bon début de saison et qui sont en forme. Magnus Cort, Gianni Vermeersch, Michael Valgren, Lennart Van Etvelt et Roger Adria. Voilà. Vous avez tous les éléments pour démarrer l'émission. On va pouvoir commencer et partir sur le débrief des Strade Bianche et le débat Pogačar. C'est parti. Jingle. Tu te disais... Et toi un peu. Ah, il faut pas parler pendant les jingles. Bah oui, t'es d'une indiscipline insupportable. Laisse Joseph travailler. Pendant les jingles. Moi, je parle. Mais si, mais surtout tu parlais alors que le jingle s'est terminé. T'as oublié comment ça fonctionnait. Allez hop, tu t'es fait gronder, toi. C'est catastrophique. Il a pris c'est catastrophique. Ça m'énerve. J'ai envie de quitter le plateau déjà. Bon, les 3 points, les gars. À chaque début de course, désormais, on regardera les 3 points de Polo et de Robin. 3 éléments qu'ils ont retenus des courses. Donc, qui veut commencer, les gars Laisse Robin commencer. Laisse la main. Ouais. Voilà. Alors, mes 3 points.
Très succinctement, c'est ça. Succinctement, une petite minute 30, t'as le droit. Mon premier point, c'est Tadej Pogačar insubmersible parce que malgré les éléments, tout simplement, rien ne pouvait lui arriver. Voilà, il y a eu cette chute, on va en parler, à 46 km de l'arrivée. Mais même ça ne l'a pas stoppé, ça ne l'a pas empêché de remporter cette course. Donc voilà, c'est un Tadej Pogačar impressionnant. Mon deuxième point, c'est un Tadej Pogačar toujours aussi fou, qui attaque avec Tom Pidcock à 78 km de l'arrivée. C'est presque autant que l'année dernière, où il était parti à 81 km de l'arrivée. Et même si Tadej Pogačar a rendu ça normal, les attaques aussi lointaines, pour moi, ça ne l'est pas. Alors oui, il est parti à 100 km sur les mondiaux. Oui, 80 km, il a déjà fait ça plusieurs fois. 50, j'en parle même pas, c'est régulier pour lui. Mais c'est pas normal. Et donc, Tadej Pogačar est toujours ce phénomène qu'il était en 2024. Et mon dernier point, c'est Tom Pidcock, qui a été quand même exemplaire, parce qu'on va en parler après dans le débat. Il y en a beaucoup qui pensent à la deuxième place quand il s'aligne au départ d'une course où il y a Tadej Pogačar. Tom Pidcock, il a fait le choix justement de ne pas penser à la deuxième place. Il a terminé deuxième, oui, mais il a essayé de gagner, au moins. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'est vrai que c'est lui qui a été le premier à attaquer Tom Pidcock. Et moi, je suis resté assez quoi devant cette décision. C'est vrai qu'il démarre avant Pogačar. Il démarre avant Pogačar. Donc, tu parles d'un Pogačar qui est fou. Je pense que le Britannique est aussi fou, au moins. Mais c'est ça qu'on aime beaucoup avec ce coureur-là. Paul, quels sont les 3 points que tu retiens après cette course ? Mes 3 points, c'est comme Robin, je suis obligé de parler de Tadej Pogačar qui inéluctablement a remporté cette course. Alors, on en parlera dans le débat, Robin l'a dit, il va falloir se poser la question au bout d'un moment de savoir si c'est toujours aussi intéressant de regarder le cyclisme quand il y participe. Mon deuxième, c'est l'absence de résultats, les déceptions côté français aussi. Je m'attendais à mieux de la part de pas mal de coureurs. Alors il y en a qui ont eu des mésaventures, des chutes, des crevaisons, d'autres qu'on attendait peut-être un peu plus fort. On n'en parlera pas beaucoup, donc je peux citer des noms. Je parle de Grégoire, de Vauquelin, d'un Gaudu par exemple, d'un Louis Barré que j'aurais bien aimé voir performer aussi sur ce genre de course. Et la dernière, c'est l'intérêt relatif. Ça rejoint un peu ce que je disais sur Tadej Pogačar. J'ai aimé les 10 km que j'ai vus de la prise d'antenne jusqu'à l'attaque de Pogačar, parce que c'est ce qui ressemblait le plus, je trouve, à une course cyclisme. Après, de l'attaque de Pidcock et Pogačar jusqu'à l'arrivée, mis à part cette chute du Slovène, je me suis quand même un peu ennuyé. Et après, il y a eu la victoire de Pogačar et les arrivées des uns et des autres par grappe ou en file indienne. Donc voilà, j'ai manqué un peu d'intérêt dans cette course, notamment sur les 70 derniers kilomètres. Est-ce que c'est le problème ? Est-ce que c'est de la faute de Pogačar ? Est-ce que c'est de la faute des autres coureurs ? Est-ce que c'est de la faute de notre faute à nous aussi en tant que suiveurs ? On va se poser la question dans le débat. On va se poser la question. En tout cas, la forme de Pogačar, Paul, c'est la première grande information de ces débuts de saison. C'est qu'il n'est pas passé à côté de son hiver. Il arrive sur l'Estrade Bianche. On s'attend à ce qu'il domine outrageusement. Il domine outrageusement, donc il est en forme. Malgré tout, il tombe. Il tombe dans un virage où il prend assez mal le virage finalement, un virage qui est un peu en descente. Il repasse une deuxième fois où il rigole un peu d'ailleurs en disant c'est bon, ça s'est bien passé. Mais il est en forme, il a subi quand même une grosse chute et malgré tout il va la chercher les gars, et c'est quand même un mental de fer ce mec-là. Ouais, un mental de fer. Je reste persuadé quand même que quand t'as les jambes 3 à 4 fois au-dessus de celles de ses adversaires, ça t'aide quand même à avoir ce mental de fer. Pogačar, tu l'as dit, il est insatiable. On l'avait vu déjà sur le Tour UAE. Ça faisait aucun doute qu'il allait remporter ce Strade Bianche, et la manière avec laquelle il l'a faite. La question, c'est de savoir à combien de kilomètres il allait attaquer. Est-ce qu'il allait faire mieux que ce qu'il avait fait l'an passé ? Est-ce qu'il allait faire mieux que ce qu'il avait fait sur les mondiaux il y a quelques mois? Il a été un peu plus raisonnable, mais voilà, à peine plus. De 1, à peine plus, et de 2, ça n'a rien changé au débat. On va pouvoir parler de la performance de Tom Pidcock qui est remarquable, mais qui n'était pas au niveau du Slovène. Il fait ce qu'il veut quand il s'aligne sur une course. Le grand débat, c'est de savoir s'il peut le faire sur toutes les courses, notamment sur certains monuments. Moi, je pense que oui. Mais à l'heure actuelle, face à ce Pogačar-là, mis à part un Vingegaard à 150%, et je l'espère qu'il le sera sur le prochain Tour de France, je ne vois pas qui peut le battre, que ce soit sur une course d'un jour, une course de 7 jours, une course de 3 semaines. Il est tellement fort que ça en devient presque triste et démoralisant pour les adversaires. Bon, il y avait quand même Wellens qui a dit qu'il n'était pas prévu que Pogačar attaque si tôt, mais finalement Pogačar a été un peu étonné par la première attaque de Tom Pidcock, et finalement il lui a répondu il avait quand même envie de lui montrer qu'il voulait contrôler et faire lui-même sa course.
Oui, il se fout peut-être un peu de notre gueule quand même, Tim Wellens, parce que quand Pidcock attaque, ils sont plus que 5. Hein. Ouais. Il y a Wellens, Pogačar, Pidcock, et de mémoire, il y a Illy et Roger Adria. Donc, bon, il y avait plus grand monde, ils allaient pas faire 100 bornes comme ça, ou 80 en l'occurrence. L'attaque, elle était évidemment imminente, et Pidcock lui-même s'y attendait en fait. Et il a expliqué, c'est pour ça qu'il y va, parce qu'il se dit, bon, c'est le moment, Pogačar va y aller, il y va pas, bah allez, j'y vais moi-même, entre guillemets, mais à mon avis, il l'a devancé de 10 secondes. Hein. Donc, oui, Wellens qui nous explique On que c'était saura pas jamais, sitôt, non, mais parce que là où le je lui dernier donne le relais- bénéfice du doute. Le dernier relais, excuse-moi Jo, je te coupe, mais le dernier relais de Wellens, c'est pour lancer, c'est pour mettre une fusée sur orbite, oui. c'est pour lancer Tadej Pogačar. Ils ont peut-être été surpris par la contre-attaque de Tom Pidcock, mais oui, ils étaient là en fait, pour c'est juste- ils étaient à ce moment-là pour attaquer. C'est juste que d'habitude, personne d'autre n'attaque dans ces Ouais, moments-là. bien sûr, Quand bien Wellens sûr. est en train de faire le train pour justement préparer l'attaque, on n'a jamais vu jusqu'à maintenant un mec qui anticipe et qui dit ah ouais, bah c'est maintenant, let's go, on y va les gars. Non, d'habitude, tout le monde est déjà dans le rouge et tout le monde est en observation en mode est-ce que j'essaye de prendre la roue ou pas. Là, c'était une situation un peu différente parce que Pidcock, il y était préparé et il avait prévu d'y aller. Ouais. Bon, il a chuté quand même, Tadej, malheureusement. Il s'est relevé. On verra quelles seront les conséquences de cette chute. Parce que, bon, il était raflé sur le côté. Il avait un gros impact aussi sur l'épaule. Et ça, bon, bah, l'épaule, c'est forcément hyper important. Bon, la chance qu'il a eue, c'est de ne pas finir comme certains, comme Julien Alaphilippe, qui, eux, sur l'estrade, bien, quand ils tombent, bah, c'est terminé. Alors, on en a parlé sur l'échappée. Vous le savez, on est aussi en direct sur l'échappée. Et Polo, tu as évoqué justement les conséquences que peuvent être une chute. C'est jamais forcément anodin, sauf quand on s'appelle Tadej Pogačar. Allez, on écoute l'avis de Polo sur cette chute. Ça va être intéressant. Là où je pense que physiquement, il n'y aura pas de problème pour Pogačar suite à cette chute, c'est plus psychologiquement, quand il sait qu'il faut être un très bon descendeur pour remporter ce monument. Quand tu viens de te foutre en l'air une semaine avant en descente, tu peux avoir une petite appréhension, sachant que la saison est encore longue pour lui et que je ne pense pas qu'il aille prendre tous les risques maximum pour se foutre en l'air et se faire une clavicule, alors qu'il a une saison historique encore à aller chercher et d'autres grandes courses à gagner. C'est une très bonne question. Moi, l'équation, si Pogačar veut la résoudre, c'est de sceller dans le Poggio. Mais ça, avec les punchers et le talent des punchers qu'il y aura autour de lui, j'y crois pas. Ou peut-être anticiper de plus loin. Mais ça, c'est vraiment le fantasme qu'on a depuis maintenant quelques années. Je n'imagine pas des mouvements de course dans la Cipressa de la part des leaders. Tous les ans, on se le dit, et tous les ans, des gens qui réfléchissent plus à la question que nous ne prennent pas cette décision. Donc, S'il y en a un qui peut tester. Bon, Tais-toi, Robin. On m'a coupé là. Ça ne nous intéresse pas. Non, mais bon, il y a plusieurs choses à retenir. C'est la chute de Tadej, la projection sur Milan-San Remo, et puis effectivement les risques qu'il est capable de prendre pour gagner, quoi. Ouais, moi ce qui m'interroge surtout, c'est ce qu'il va être capable de faire la descente du Poggio à 100% pour gagner Milan-San Remo, parce que pour moi, il est obligé de faire une descente parfaite du Poggio pour gagner. On a vu l'année dernière que au sommet du Poggio, il a rarement beaucoup d'avance, même si c'est le meilleur puncher, même si c'est le meilleur dans le Poggio. Bon, déjà, il a souvent Mathieu Van Der Poel sur le porte-bagages, et il n'a pas beaucoup d'avance en haut. Donc il faut faire une descente nickel. Est-ce que 15 jours après la chute en descente au Strade Bianche, il va prendre tous les risques dans le Poggio ? Je me pose la question. Ouais, bon, on va suivre ça, en tout cas, sur Milan-San Remo. Bon, il en a parlé d'ailleurs de cette chute, Tadej Pogačar. On va juste regarder ce qu'il a raconté en disant qu'il ne savait pas s'il allait bien, il était un peu inquiet, car quand on chute, cela prend beaucoup de... Prend beaucoup de soi. Beaucoup de soi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ça te t'impacte coûte. mentalement, ça te coûte. Ok. J'ai Non. profité de la course jusqu'à ce que je franchisse la ligne. Ce n'est pas la meilleure façon de gagner, mais une victoire est une victoire. Après, Tout pour lui, il a simplement. essayé de traduire du slovène, hein, c'est pas facile. Ouais, donc, Ouais, mais je trouve que j'ai très bien traduit parce que c'est parfaitement français, Joseph. Mais je Beaucoup dis de pas le soi. contraire, mais tu sais, j'ai le droit d'être ignorant aussi. Oui, et mais de c'est pour, poser ça des que, questions. c'est pour ça que Robin et moi, on est là pour Exactement. t'élever un petit peu. C'est Bah, toujours c'est important. très important. Élevez-moi, les amis. Beaucoup de soi, c'est vrai que c'est pas très naturel, mais c'est français. Ah, tu le C'est reconnais français, monsieur. finalement. Non, je reconnais que c'est français et pas très naturel. Une claque, une caresse, toi. Une claque, une caresse. tout à fait. Bon, le palmarès de Tadej Pogačar qui ne fait qu'augmenter au détriment forcément des autres. Bah ouais, au détriment de l'intérêt des courses. C'est palmarès en 2024, il est ce qu'il est. 25 victoires, record égalé, doublé Giro Tour, 2 monuments et en plus champion du monde. Voilà, il accumule les Est-ce qu'on peut faire maillots. Je pense que cette année, il peut faire 3 monuments. Ah oui. Mais est-ce qu'il pourrait aussi faire un doublé et champion du monde ? C'est pas sûr. Bon, l'an dernier, il avait gagné 7 le Giro, épreuves en World Tour.
Et puis sur les courses sur lesquelles il n'a pas gagné en 2024, et au final il y en a 2, c'est le Grand Prix du Québec, donc une course World Tour, et donc Milan-San Remo. Voilà. Donc il s'est aligné sur 11 courses en tout. Sachant que quand je tu dis veux dire qu'il a gagné 7 fois le général. Ouais. Ok. Alors notamment, mais en gros les épreuves sur lesquelles il a participé, à la fin il a gagné. Ouais. Et il a gagné 9 fois sur 11. D'accord. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Oui, et puis sachant qu'il gagne le Tour en gagnant 6 étapes, il gagne le Giro en gagnant 6 étapes. Voilà. Donc il gagne très moisson. souvent. Paul, t'es le premier à ce que je lance là-dessus parce que t'es peut-être un peu plus que Robin, ça t'a marqué sur cette épreuve-là. Est-ce que ça t'ennuie, cette domination ? Est-ce que ça m'ennuie ? Non. Non, parce que je reste encore dans la team verre à moitié plein plutôt que verre à moitié vide. Parce qu'en fait, ça m'ennuierait, et il faut dire les termes, ça m'ennuierait si on fait beaucoup trop planer un soupçon de dopage au-dessus de cette tête-là. S'il n'y a pas ça, je pense qu'on serait tous... comment dire, on serait pas fiers, j'arrive pas à trouver l'adjectif. Embêté, gêné. Non, au contraire. Il a ce soupçon, comme tous les grands cyclistes de l'histoire ont ce soupçon autour de la tête quand ils enchaînent au-dessus de la tête quand ils enchaînent les victoires. Ouais. Moi, je pense que si on n'avait pas ça, non, on serait tous sur les fesses des performances de Tadej Pogačar, et dans le bon sens du terme. J'arrive toujours pas à trouver cet adjectif, mais il va me revenir tôt ou tard. Subjugué. Moi, subjugué, ça fait partie de l'un d'eux que j'aurais pu utiliser. J'ai encore envie. Ouais, c'est terrible. Mais on s'élève, hein. C'est toujours dans l'idée de s'élever tous les trois. On progresse. Non, pour revenir à Pogačar, moi j'ai toujours envie d'y croire. J'ai envie de me régaler devant ses performances. J'ai envie de prendre du plaisir. La question qui se pose, c'est qu'au bout d'un moment, il ne laisse plus rien à personne. Donc s'il est droit dans ses bottes, il a tout à fait raison de le faire. Si on est sur un problème plus global, plus problème de santé, j'allais dire, peut-être à lui de faire attention, mais moi j'ai un vrai problème avec les gens qui commencent à ne pas l'aimer et à le détester pour le fait simplement qu'il soit le meilleur et qu'il gagne. Alors peut-être qu'ils ont des infos, peut-être qu'ils savent des choses que je ne sais pas, ça va au-delà mais le problème c'est que lui il ne va pas laisser la victoire aux autres pour le simple fait que il le gagne trop et que les autres doivent aussi un peu gagner. C'est ça peut chiant pas les fonctionner comme ça. dominations, Robin ? Ça peut. Moi, je comprends. Là, aujourd'hui, on est dans un entre-deux. Et pour moi, c'est même pas vraiment lié aux questions de dopage, qui, comme tu as dit, Polo, ça concerne tous les mecs qui gagnent, tous les champions, tous les vainqueurs du Tour, presque tous les vainqueurs de monuments aussi. Pour moi, là, c'est que Pogačar gagne beaucoup et que ça en devient chiant pour le spectacle. Et il gagne d'une façon aussi, quand il part à 80 km l'année dernière sur les Strade Bianche, c'est chiant. Et en fait, on est dans un entre-deux, c'est que c'est à la fois historique et dingue, et à la fois chiant pour la course. Parce que pendant 2 heures, c'est un peu moins le cas cette année sur les Strade Bianche, parce qu'il était avec Pidcock une bonne partie du temps. Il y a eu la chute aussi qui a relancé un peu le suspense, etc. Mais quand il fait 80-100 bornes tout seul, c'est chiant à regarder. Parce que la course, elle est pliée, et t'es devant, et puis tu regardes, il a 3 minutes d'avance, et tu passes pas une après-midi haletante. Par contre, c'est aussi historique. Et c'est un mec qui, évidemment, personne ne va lui demander de partager. Personne ne va lui demander de donner des victoires pour rendre le truc plus intéressant pour nous, le public. Il est là pour se créer le plus beau palmarès possible. Il a déjà expliqué que lui, il voulait entrer dans l'histoire, qu'il voulait cocher des cases, gagner tous les grands tours, gagner, si possible, tous les monuments, gagner plusieurs fois le Tour de France, etc. Donc, il est dans son rôle. Il est plus fort que tout le monde. Il gagne tout ce qu'il peut gagner. Je lui en voudrais jamais pour ça. Par contre, est-ce que, en tant que spectateur, c'est relou pour le spectacle? Oui, ça peut. Et t'es dans ce truc-là, moi, en permanence avec Tadej Pogačar depuis quasi un an. Je balance entre le côté, je suis en train d'assister à un truc historique. On a le débat depuis un an sur est-ce que c'est le plus grand, est-ce qu'il est déjà dans la catégorie de Merckx, est-ce qu'il va aller dans cette catégorie? Et peut-être qu'on est en train d'assister aux exploits du mec qui, dans 10 ans, on présentera comme le plus grand cycliste de l'histoire. C'est un truc de fou d'assister à ça. Mais d'un côté, les courses sont moins palpitantes quand il est là. Et on en a déjà beaucoup parlé l'année dernière. Quand il y a un seul des extraterrestres au départ, souvent c'est chiant. Et en plus, quand c'est Pogačar, c'est encore plus chiant parce qu'il y a encore moins de suspense. Donc oui, pour moi, ça peut devenir un problème pour le vélo. Et c'est Fabian Cancellara qui disait ça cet hiver à la conférence de presse de Tudor au mois de janvier.
on lui parle de Tadej Pogačar, on lui dit est-ce que ça peut être un problème. Il faisait le comparatif avec la F1 des dernières années, où Max Verstappen a archi-dominé 2-3 saisons de suite, jusqu'à gagner 20 Grands Prix, je crois, en une saison. Les pistonnés confirmeront si on leur demandera. j'ai pas de conneries, voilà. Et c'est pareil, évidemment que Max Verstappen, il fait des trucs de fou, mais ça peut devenir chiant pour le public. Ouais, mais Hamilton avant lui. Ouais. Moi, je comprends parfaitement la théorie et je défends un peu je me fais un peu l'avocat du diable là-dessus parce que évidemment que les courses sont chiantes et ça a été l'un de mes points, notamment sur les Strade Bianche. Si on cite les Strade Bianche de l'an passé, c'est pareil. Si on cite le Lombardie de l'an passé, c'est pareil. Liège. Si on cite les mondiaux, c'est pareil. Les mondiaux, Liège. à la limite, il y avait un peu de suspense, mais Liège, la Non, mais la question, c'est de les mondiaux, il y a savoir. eu suspense parce qu'il est parti de tellement loin qu'on s'est Voilà. demandé s'il allait tenir. C'est ça le suspense, quoi. Donc, La question, mais- c'est plus est-ce qu'on peut lui reprocher Non, cette moi élimination. je trouverais ça affreux et injuste de lui reprocher quoi que ce soit. Il fait la course, il fait sa course, il a une stratégie, il est payé par un employeur pour gagner ses courses et pour ne laisser aucune chance à ses adversaires, pour éliminer le plus possible le facteur, comme on a pu voir sur le Strade Bianche, un facteur chute, un facteur problème mécanique, etc. Et pour ça, il est obligé de faire des différences importantes sur des kilomètres importants. Tu pars à 80 bornes, t'as 3 minutes d'avance, t'as mis de côté les facteurs malchance. Voilà, exactement. Et d'un autre côté, on est là, on se gargarise de Eddy Merckx, dont le surnom était le cannibale, qui a gagné bien plus que Tadej Pogačar pour l'instant. On se gargarise de Bernard Hinault, etc. Et d'un autre côté, on est là, on se dit Pogačar, il gagne trop, c'est chiant, etc. Mais c'était c'est la chiant. même chose. C'était chiant aussi à l'époque. C'était ces chiant aussi, trucs-là. mais regarde la vision historique qu'on a de ces persos-là. mais- Autant en profiter. Moi, j'ai Tu pas vois, l'impression que c'était chiant. Il y a une Tu époque. sais, Mais parce qu'on n'a pas Attends, vu, on n'a pas les vu les courses. organisateurs du Tour, il y a des rumeurs sur le fait qu'en 73, ils aient payé Merckx pour qu'il vienne pas sur le Tour. Alors ça, c'est l'intérêt effectivement que les organisateurs peut-être avaient d'avoir Merckx ou non. En revanche, j'ai la sensation que le respect envers la performance de ces hommes-là, peut-être au moment présent, et l'amour que le public portait pour la domination d'un homme était plus importante qu'aujourd'hui. Ouais, après, Non, sur moi, je Merckx, pense que c'est le sur recul Hinault, qui fait ça. alors en tant que Français, sur Hinault, oui, mais sur Merckx, il n'était pas. Merckx, il s'est fait Mer- tabasser. Mer- Merckx, il s'est ouais. pris une patate dans le foie parce qu'il y avait des C'est mecs ce que qui j'allais voulaient dire. rester. C'est ce que j'allais dire. Mais- Merckx en France, il était gens n'en plus, pouvaient plus. il était plus C'est lui. vrai. Mais par contre, t'en parles 20 ans, 30 ans plus tard, tu dis oh là là, c'était quand même extraordinaire, etc. Parce que ce Donc qu'il a fait est dingue, évidemment. mais- Et ce que fait Pogačar est dingue. c'est Et- pour ça. Et dans la discussion, on en avait parlé un peu, je crois, l'année dernière, au moment des classiques. Il est en train de rentrer dans cette discussion, Tadej Pogačar, d'être parmi les meilleurs cyclistes du monde. Donc évidemment que de l'histoire même. Donc évidemment que dans 10-15 ans, quand on en parlera, on retiendra les exploits de fou et ça passera au second plan, le fait qu'on a pu se faire chier parfois parce que c'était trop facile pour lui. Mais aujourd'hui, force est de constater que tu te mets devant ta télé, c'est pas toujours palpitant. Ouais, et je me suis un peu mal exprimé au début, mais il faut vraiment, et je prie pour que déjà lui soit clean et pour que s'il le soit pas, qu'on l'attrape ou pas, mais qu'il évite ces histoires de dopage, sinon ça va être encore catastrophique pour l'histoire du cyclisme. Puis là, Et là, ça en fait, mettra en cause parce notre que amour pour en le sous-main, sport. ouais, et je suis assez d'accord avec ça. Moi, ça me mettrait quand même un coup à la crédibilité. Certains dans le chat vont me dire que je suis bête et qu'il est dopé et que ça se voit et que je suis con. Bah peut-être, mais pour l'instant, j'ai envie d'y croire. Mais ce serait quand même une publicité dramatique et beaucoup des haters qui commencent à naître de Tadej Pogačar avancent cet argument-là, sans preuve évidemment. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont tort, j'ai envie d'espérer qu'ils aient tort, mais avant cet argument du dopage pour justifier ses performances. C'est pour Et ça là, que on est sur c'est quelque pour ça chose de que différent. Très souvent, quand je parle avec des anciens, notamment qui ont suivi, qui ont vécu à 20 ans, à 30 ans, les dominations, et notamment celle de Lance Armstrong, qu'ils ont choisi d'y croire jusqu'au bout, envers et contre tous et contre toutes les preuves, et qui au final, quand c'est vraiment tombé, là, ils se sont dit, en fait, je croirais plus en personne. En fait, je comprends aussi, et je respecte cette vision des choses. Après, de là à nous dire, mais vous êtes débile, ne pas... Ça, c'est un peu autre chose, je trouve. Une chose est de ne plus avoir l'intérêt, parce que c'est un peu l'amour qu'on a du suspense pour une course, qui fait qu'on regarde. Une autre est de un peu taper sur ceux qui continuent à y croire. En tout cas, pour Tadej Pogačar, la réalité, c'est qu'il gagne. Et c'est vrai que certains coureurs se retrouvent un peu désabusés, triste aussi de ne pas courir pour la victoire, parce que
dans le cyclisme, il y a une personne qui gagne, contrairement à des sports collectifs, même si le cyclisme c'est un peu entre les deux, mais bon, voilà, il y en a quand même qu'un qui gagne réellement, totalement. Un sport individuel qui se court par équipe. Voilà, exactement. Donc, certains coureurs se retrouvent un peu à se poser des questions. Lennart Van Etvelt, par exemple, qui a fait top 10 sur les Strade Bianche, qui est un jeune coureur en plus, Lennart Van Etvelt, qui se pose aussi, qui a grandi en se disant je veux gagner des courses. Lui, il se dit, quand Tadej est inscrit, on sait que cela va être très dur, qu'on va disputer la seconde place. Voilà. Il n'est pas le seul à se le dire. Valentin Madouas, un Français qui est là depuis un peu plus longtemps, lui se dit, dès qu'il est là, tu n'es pas à te dire que tu crois que tu cours pour faire une deuxième, mais presque. Tu espères, mais tu ne peux rien faire. De toute façon, ça ne sert à rien. Il a trop de marge. Il peut avoir une crevaison. Il peut rentrer, redoubler. Tu t'accroches. Juste être le plus longtemps possible au présent. C'est ce qui est exactement arrivé ce week-end avec les Strade Bianche et notamment Tom Pidcock qui a vécu un exemple parfait du fait que Pogačar est imbattable pour l'instant. Il avait toutes les cartes en main. Il avait la forme physique d'un coureur qui n'est pas un fantastique mais qui a toujours flirté avec la limite, notamment sur ce type de course, qui est en forme. On l'a vu depuis le début de saison et on l'a vu également sur cette course avec la confiance qu'il a, notamment le fait de contre-attaquer. Le team UAE est avec Pogačar à plus de 70 bornes de l'arrivée. Il a fait la course avec lui. Pogačar chute. Au début, il roule, Tom Pidcock. Quand il voit que Pogačar lui a repris 20 secondes en l'espace de 3-4 bornes, il s'est dit en fait, j'ai peut-être un peu économisé mes forces et en plus, j'ai passé pour un grand seigneur. Et derrière, à 20 bornes de l'arrivée, il se fait flinguer. Voilà. Tom Pidcock a eu peut-être le meilleur scénario pour espérer battre Pogačar. Et il se prend une branlée à la fin. Voilà, ça dit à peu près tout sur le Pogačar qu'on a actuellement. Hier, c'est indéniable. Samedi, Tadej Pogačar, il n'était pas battable par Tom Pidcock. Ou alors, il fallait que la chute qui est intervenue à 46 bornes de l'arrivée, il fallait qu'elle intervienne avant. Là où Pogačar a attaqué, s'il tombe là, oui, Pidcock, il a ensuite potentiellement un boulevard. Mais c'est pas parce que samedi, c'était pas faisable qu'il fallait pas essayer. Et moi, j'aime que Pidcock ait essayé, parce qu'il a parfois été dans une autre situation. Les Strade Bianche l'année dernière, il y a un an, Pogačar, il démarre à peu près à 80 bornes aussi, et Pidcock, il y va pas. Il joue déjà, dès l'attaque de Pogačar, il joue la deuxième place. C'est-à-dire quoi, que tu as envie que les autres coureurs s'inspirent de Pidcock, parce que tu as l'impression que certains dans le peloton sont en train de rendre les armes face à Pogačar. Quand tu vois ce que disent Van Etvelt ou Madouas, oui, tu as l'impression qu'ils rendent les armes. Alors, je te dis pas que c'est facile, mais Madouas, il s'est quand même retrouvé sur un Tour des Flandres à être le seul qui accroche Pogačar dans les monts pendant un moment et à se retrouver ensuite à le battre au sprint, voilà, dans une situation un petit peu particulière parce qu'ils se sont regardés avec Van der Poel, mais la situation de la course a fait que Madouas termine ce Tour des Flandres devant Pogačar, et pourtant on peut dire que Pogačar ce jour-là il était très fort. Et il y en a d'autres qui ont battu Pogačar et qui sont pas des fantastiques. J'ai noté 2-3 trucs, mais sans être Vingegaard, Remco, Van der Poel, Van Aert ou Roglic, tu peux battre Tadej Pogačar. Alors c'est rare, mais cette année, sur un chrono par exemple, il y a eu Tarling et Bissegger au Tour UAE. L'année dernière, il y a eu Matthews au Grand Prix de Québec. Il y a eu Jonathan Narvaez sur la première étape du Giro. Pogačar, il la voulait, il aurait voulu avoir le maillot rose dès le premier jour. Il a fini 3. Il y a eu Nick Schulz sur la première étape du Tour de Catalogne. Alors c'est moins prestigieux, mais il était là. Pogačar fait 2. C'est notre gars, Nick Schulz. On l'adore. On l'adore. Notre gars du JDE. Et Pogačar, il a volé cette étape. Et il y a eu aussi Philipsen à San Remo. Alors c'est un très gros coureur, mais c'est pas un extraterrestre comme les quelques autres. Et là aussi, il y a eu des circonstances. Il y a eu parce que Van der Poel était avec Pogačar, qu'il a attendu, etc. Mais c'est possible. Et hier, je me trompe encore, samedi, c'était pas possible, mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Les chutes, elles peuvent arriver à d'autres moments. Les crevaisons, elles peuvent arriver à d'autres moments. Et Pogačar, même s'il est 9 fois sur 10, il gagnera, il est battable de temps en temps. Par contre, si tu pars du principe que tu feras 2 et quand il attaque, tu n'essayes même pas de suivre, tu risques pas de le battre. Il faut donc imaginer que ces miettes-là qu'il laisse soient un espèce de gros gâteau, et il ne faut penser finalement qu'à ce gros gâteau finalement, et de se dire ça existe en fait, et s'accrocher à ça. Quand on voit la petite énumération de Robin, on voit qu'il est prenable sur de la pointe de vitesse. La question, c'est d'arriver avec lui jusqu'à pouvoir se disputer le sprint. Il a quand même une belle pointe de vitesse, mais on l'a même vu se faire battre par Vingegaard au Lioran cette année. Il a une belle pointe de vitesse. C'est quand même un bon puncher finisseur, mais visiblement il est prenable sur certains types d'arrivées. Donc l'idée, c'est de l'accrocher et d'arriver avec lui. Et c'est pour ça que notamment à Sienne, il voulait pas arriver avec Tom Pidcock, parce que qui sait que sur un effort aussi court, aussi
pas long. Enfin, j'ai fait une Luis Fernandez là. Oui. Un effort aussi court, aussi bref, aussi pas très long. Et bah, tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu réduis la marge et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est que le problème, c'est que Pogačar, je pense que maintenant il a compris ça et que maintenant la marge, il l'a réduit au maximum pour éviter de se faire voler des victoires. Après, il y a certains mecs à qui j'en veux pas de jouer la deuxième place. Tu me dis, Van Aert, Madouas, s'ils ont joué, ils visaient que le podium entre guillemets des Strade Bianche. C'est en cohérence avec qui ils sont aujourd'hui dans le peloton. Mais un Pidcock, pour moi, c'était nécessaire de le voir faire ce qu'il a fait samedi. Parce que Pidcock, il a déjà gagné les Strade Bianche, il a gagné l'Amstel, il a des podiums sur ces courses-là, il a un podium à Liège. Donc, il est plus à courir après des podiums. C'est un mec dont le statut dépasse ça désormais. Donc, pour moi, c'était évident qu'il devait faire ce qu'il a fait sur ces Strade Bianche, essayer de pousser Pogačar à la faute, le titiller, attaquer en premier, lui mettre peut-être un peu la pression dans les descentes et le pousser à la faute, ce qui s'est passé. Voilà, après, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Pidcock, il fait quand même 2. Parfois, ça lui jouera peut-être des tours. On se rappelle l'Amstel Gold Race il y a 2 ans. Il essaye de suivre Tadej Pogačar à 80 bandes de l'arrivée. Il se met dans le rouge complètement. Il se fait péter le caisson. Il se fait déposer ensuite par Ben Illy et il est à 2 doigts de perdre le podium. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'un podium de plus sur l'Amstel ? Sur ce plan, c'est le plan d'hélicoptère où tu le vois gentiment baisser et tu te dis mais en fait il est complètement mort. Et je me souviens très bien de ce plan sur l'Amstel, c'était assez incroyable. Et alors du coup, l'adversité qui est présente pour Pogačar, en l'occurrence Pidcock, lui, il y est allé. Est-ce que ce n'est pas le rôle de certains coureurs, certains fantastiques justement, je pense à Primož Roglič, je pense à Jonas Vingegaard, je pense à Mathieu Van Der Poel, je pense à Wout van Aert. Est-ce que c'est pas leur rôle aussi, finalement même de se rendre sur les Strade Bianche et de se dire et je vais aller le défier, je vais le mettre en difficulté. Est-ce qu'il y a certains coureurs à certains moments où vous avez l'impression il l'évite un peu quand même. C'est une très bonne question et il y avait un débat avec des tweetos, je sais plus lesquels, ils m'excuseront ce matin, sur Van Der Poel notamment, qui a eu une déclaration, je crois que c'était à la conférence de presse de Tirreno hier, qui disait non, le Strade Bianche c'est devenu trop pour les grimpeurs. Il y a toujours le Pinzuto, il y a toujours le Tofflé. Quand Van Der Poel était là, et quand tu le vois mettre la mine qu'il met au meilleur coureur du monde, Julien Alaphilippe, sous maillot de champion du monde, j'avais pas l'impression qu'il était un peu dérangé par le parcours. Aujourd'hui, et c'est quelque chose qui me fait un peu peur, et on le voit aussi avec Vingegaard, dans un autre registre, c'est qu'on l'évite. Alors on peut me le justifier par des volontés de calendrier X ou Y. Le fait est X ou Y que on évite Tadej Pogačar. Alors on pourra pas l'éviter sur les monuments, on pourra pas l'éviter sur le Tour de France, mais on repousse en tout cas les échéances. On ne veut pas rentrer dans une potentielle guerre, ne serait-ce que psychologique, au-delà de physique et d'un affrontement sur une course, mais parce qu'on a peur de le perdre. Et oui, si tu te prends une branlée comme Vingegaard avait pris, bon alors pour le coup en 2022 ça lui avait plutôt réussi, mais avec d'autres circonstances. Si demain Vingegaard il fait pareil avec Pogačar je lui mets 5 minutes, là le Pogačar, à l'heure actuelle, frappe un grand coup psychologiquement. Si Van Der Poel il va sur les Strade Bianche et qu'il est battu sur un terrain où normalement il doit rivaliser avec Pogačar, et s'ils font Milan-San Remo ou le Paris-Roubaix ou surtout le Tour des Flandres, oui, ça va marquer dans la tête. Alors je sais pas si tout le monde se cale vis-à-vis de lui, mais en tout cas la vérité c'est que il y a très peu de fantastiques sur les courses sur lesquelles va être aligné Tadej Pogačar, mis à part les monuments et les grands tours. Robin, quelque chose à ajouter peut-être aussi sur comment le battre, justement pour ces coureurs-là qui sont de sa trempe. Ouais, moi ça me. Parce qu'à sa trempe, je sais pas s'il est pas seul sur sa galaxie. Je pense pas qu'il est seul. Moi, c'est pour ça. Je ne pense pas qu'un Vingegaard sur une course de 3 semaines n'est pas moins fort que Tadej Pogačar. Un Vingegaard à 100% n'est pas moins fort qu'un Pogačar à 100%. Sur une course d'une semaine peut faire. J'attends de voir ça. Des Strade, je sais pas. Mais... Ce qui est clair, c'est que Van Der Poel et Vingegaard, chacun sur leur terrain, c'est les plus sérieux concurrents de Tadej Pogačar. Beaucoup plus aujourd'hui que Roglič, que Van Aert ou que Remco Evenepoel même. À voir avec Remco, notamment cette année, sur une course de 3 semaines. On peut espérer qu'il soit encore... Je pense que si Remco a un endroit où il peut titiller Pogačar, c'est plus sur Liège ou la Lombardie que sur les courses de 3 semaines. Mais moi, ça m'emmerde quand Van Der Poel ne va pas sur les Strade Bianche. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il a peur ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas envie d'affronter Pogačar ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a en tête ? Je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais pour le spectacle, c'est particulièrement dommageable parce qu'on se réjouissait d'avoir potentiellement un affrontement Pogačar-Van Der Poel sur les Strade et que finalement t'as presque un cavalier seul. Et imagine on aurait eu Van Der Poel avec Pogačar et Pidcock.
Est-ce que ils attendent quand Pogačar tombe? Est-ce que Van Der Poel se serait fait larguer comme s'est fait larguer Pidcock au moment de l'attaque de Pogačar à 18 bornes de l'arrivée? Qu'aurait fait Pogačar si, quand il attaque à 18 bornes et qu'il met tout, il a encore Van Der Poel dans la roue? Bon, bah là, c'est pas la même course. Alors, certains vont dire que quand Van Der Poel est venu sur l'Estrade Bianche sans être trop préparé il y a 2 ans, il fait 15e et il est pas du tout dans le match, alors qu'il n'y a même pas Tadej Pogačar. C'est vrai aussi. Mais Van Der Poel, il a aussi souvent cartonné dès sa course de reprise. Parfois, là, il est en forme. Hein, voilà. Il a fait toute la saison de cyclo. Si je dis pas de bêtises, l'année dernière, sa première course, c'est Milan-San Remo. Je suis en train de vérifier. Bon, l'année dernière, son niveau sur Milan-San Remo, qui était sa course de reprise, ça allait, Mathieu Van Der Poel. Donc je pense que s'il était venu sur l'Estrade Bianche, il n'aurait pas été ridicule. Ouais, moi je trouve ça dommage. Après, la question c'est est-ce que tu dois, entre guillemets, forcer des mecs à s'aligner sur certaines courses? Non, que tu peux pas. Là, tu pourras pas. Bah, mais... C'est une refonte totale du calendrier qui fait, ou alors une obligation, justement, dans les autres sports. On ne choisit pas ces épreuves. Alors, il y a 1000 raisons pour, mais la réalité, c'est que dans le cyclisme, on choisit son programme, ce qui est quand même particulier. Alors, ça demanderait une réforme de fond en comble du système de financiarisation, en fait, tu tuerais les petites courses et tout. Ouais. Tu tues les petites courses parce que si tu obliges les cadors à aller, par exemple, sur tout le calendrier World Tour, ça veut dire qu'ils seront pas ailleurs et ça veut dire après, il y a rien. C'est tuer les petites courses. Ça veut aussi dire avoir sur les petites courses une autre division de coureurs. Par exemple, la Ligue 2. Dans le football, à des coureurs, à des joueurs d'un moindre niveau que la Ligue 1. Et sauf que Arsenal a des joueurs d'un moindre niveau que Liverpool, par exemple. Merde. Moi, je pense pas. Tu penses? Moi, je pense pas. Vous pensez? Moi, je pense pas. Non, mais voilà, après, c'est un autre débat. C'est un très grand débat, oui. C'est un très grand débat. Je trouve que ça ressente le débat aussi sur le fait qu'il y a un problème aussi, c'est que Pogačar participe à tout. Là, on parle potentiellement du Slovène. Il sera ni sur Paris-Nice ni sur Tirreno. Oui, mais je te parle notamment des 5 monuments et de 2 des 3 grands tours. Oui, les grandes courses. Et on en revient à ce côté. Pogačar doit-il partager? Moi, je pense que non. Mais on est aussi sur un problème, c'est qu'on est sur un coureur qui est à son meilleur niveau, ou du moins un niveau bien plus élevé que ses concurrents sur l'Estrade Bianche, jusqu'à un coureur qui est à son meilleur niveau, bien meilleur que tout le monde, sur le Lombardie, tu vois. Et il n'y a pas de temps faible dans sa saison. Il n'y a pas de revers qu'il peut dans faire sa encore saison. plus, parce que, là je parle à titre tout à fait personnel, mais moi j'ai envie qu'il aille chercher la possibilité de gagner les 3 grands tours la même année, et j'ai envie qu'il aille chercher la possibilité de gagner les 5 monuments la même année. On a tous envie de voir ça. Et puis une fois qu'il aura fait les deux des deux côtés, j'ai envie qu'il fasse les deux en même temps, tu vois. Non mais j'ai envie, voilà. Peut-être pas la même année, du moins pour les 5 monuments ou les 3 grands tours. J'ai envie qu'il aille toujours plus loin. On a envie toujours plus loin, c'est ça. Qui n'a pas envie que Pogačar gagne les 5 monuments? On a tous envie de ça. Mais d'un autre côté, on regrette son ultra-domination. Donc on a toujours un peu le cul entre deux chaises, entre ce côté historique, marquer l'histoire, marquer de son empreinte le cyclisme, et d'un autre côté, il est chiant, il gagne tout. Mais ça a été le problème de tous les grands champions, on l'a déjà dit tout à l'heure. Sur la question doit-il partager, évidemment qu'il partagera jamais les grandes classiques. Il va jamais dire bon allez l'Estrade là je donne, San Remo je donne. Et c'est pas un monument l'Estrade, il peut le partager. Non, même ça, il s'aligne au départ d'Estrade, il est là pour gagner, c'est normal. Là où il peut partager, c'est sur les courses par étapes. Et il va devoir le faire à un moment, je pense. L'année dernière, il a très peu partagé. 6 étapes du Giro, 6 étapes du Tour, il voulait tout gagner. Partager avec qui? Avec les autres coureurs, les autres équipes. En fin de Giro, il a compris avec ses propres équipiers ou avec le reste du peloton. Quand tu gagnes 6 étapes du Giro et que ton équipe, elle laisse aucune échappée, elle est au bout, tu vas te faire des ennemis à un moment. Et alors, évidemment, quand t'es le plus fort sur l'Estrade Bianche, t'as pas besoin d'amis. Mais il peut y avoir des moments sur un grand tour, sur une course de 3 semaines, tu peux avoir une galère, t'as pas envie d'avoir tout le monde qui roule contre toi pour faire une bordure. Ils ont pas peur, j'ai l'impression. Ouais, mais à un moment, si tu veux ne pas avoir un retour de bâton à un moment, je pense que tu dois faire quelques petites concessions. Tu les feras pas sur des classiques, parce que quand il s'aligne au départ d'une course, c'est pour gagner. Par contre, s'aligne au départ du Giro pour le gagner, il y a pas de problème, ça t'empêche pas de laisser la 18e étape aux échappés. Et il l'a fait un petit peu sur la fin de Giro l'année dernière. Et puis se posera aussi la question, bon ça c'est du côté du team UAE, mais de la place laissée à Ayuso, de la place laissée à Joao Almeida, de la place laissée à Tim Wellens, même si Tim Wellens il a avancé dans sa carrière. Ce sera plus à eux de se poser la question plutôt qu'à Pogačar. Moi, il est encore là pour 10 ans. Comment garder un coureur pour que Pogačar soit fort sur le tour? Un coureur comme Ayuso ou un coureur comme Adam Yates? Ça va péter. Ayuso, il restera pas. Alors Ayuso, Almeida, c'est un des deux qui va craquer. Mais pas Adam Yates. Pour moi, c'est Ayuso. Almeida a moins le potentiel. Je pense pas qu'Almeida se rêve en vainqueur du tour. À mon avis, Almeida, il sait que c'est pas sa cour de récré, Vingegaard et Pogačar.
Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui laisse un Giro ou une Vuelta où il peut jouer sa carte et aller chercher un grand tour. Et puis un jour, il voudra affronter son pote ou son équipier, en tout cas, sur le Tour de France. On espère que c'est l'ambition qu'il aura. Peut-être un jour. Mais en tout cas, Ayuso, à mon avis, il a beau avoir un contrat super longue durée. À mon avis, ça va péter très très vite avec Ayuso. Dans un moins long, hein. Ayuso, c'est 2028. Hein. C'est 2025. Et d'ailleurs, en fin d'année, Pogacar, c'était 2030, déjà hein. très chaud entre lui et son mais équipe. oui. Ayuso, c'est un mec qui, dans la Ayuso, il va personnalité, partir. veut gagner le tour. Et c'est ce qu'on demande d'ailleurs. Hein. Oui. Et la question, c'est est-ce que si tu as Ayuso dans une autre équipe, est-ce qu'il y a match? Aujourd'hui, on sait pas trop parce que tu les vois jamais l'un Moi, contre l'autre. je te dis que non, mais on aura le temps d'en discuter. Bah, en tout cas, on a envie de voir. Et Ayuso, à mon avis, il a envie de voir aussi. Donc, il va pas tarder à se barrer. Totalement. Déjà qu'ils battent Adamiet sur le Tirreno, on en reparlera. Exactement. Bon, n'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous ennuie, Tadej Pogacar? En tout cas, c'était un débat très intéressant qu'on a eu en plateau. On continue cette émission. On va parler des Français, les amis. C'est parti pour le focus. La jeune génération française peut-elle gagner gros dès cette année? Alors, gagner gros, qu'est-ce que ça veut dire? Le gros lot, qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire gagner gros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je suis content de ma petite formule. Alors, on va d'abord, avant que tu ne développes ta formule, dire les coureurs dont on va parler. Allez. On a choisi 4 coureurs. Le premier, c'est Romain Grégoire. Romain Grégoire, 3e saison World Tour. Le coureur de la Groupama FDJ, 22 ans, qui a déjà bien gagné en pro, hein, malgré son jeune âge. 7 victoires. C'est le premier coureur qu'on va développer. Le deuxième coureur, c'est Lenny Martinez. Lenny Martinez qui a changé d'équipe cette année, qui est parti à la Bahreïn Victorious, qui a donc quitté l'équipe qu'il partageait avec Romain Grégoire, la Groupama FDJ. Lenny Martinez, c'est sa 3e saison World Tour aussi. Il a 1 an de moins que Romain Grégoire et donc on a choisi des coureurs entre 18 et 22 ans. Le 3e coureur, c'est Paul Magnier, un peu plus jeune encore. Paul Magnier est coureur de la Soudal Quick-Step, il a 20 ans. Il vient de faire 2e du Het Nieuwsblad, donc certains le surnomment le nouveau Bonnen. Bonnen, alors on verra s'il est capable d'aller chercher c'est dans sa propre véritablement... équipe qui dit ça. Exactement, même Philippe Gilbert valide c'est pas nous, ça. hein, c'est les Belges, ouais, clairement. C'est les Belges, tout à fait. Et le dernier coureur, c'est un petit crack qui a gagné le Baby Giro. Avec un super prénom lui aussi. Hein. Exactement. Il y en a du polo. Paul Sexas, qui a fait... qui a quasi signé... le double de son âge, Polo. Ouais, ça va pas s'arranger. Hein. Le prochain sur la liste, c'est toi. Hein. Ouais, je sais. Exactement. Donc qui est champion du monde junior, en plus c'est un coureur qui s'est roulé, donc qu'est-ce qu'on va attendre de Paul Sexas? Pour lui ce sera la première saison professionnelle. C'est quoi gagner gros, Robin? Pour moi, gagner gros, c'est gagner une classique World Tour ou une étape sur des courses d'une semaine mais réputées, quoi. Comme Romain Grégoire. Romain Grégoire, prenons le premier cas. Romain Grégoire, il a déjà gagné en World Tour, une victoire. C'était une étape du Tour du Pays Basque l'année dernière. C'était pas une étape avec une concurrence, pour moi, où tu dis il a gagné gros. Je vais essayer d'aller vous retrouver ça rapidement, sans trop tarder, mais il a gagné devant une concurrence de... Je te laisse aller chercher la concurrence justement qui était présente sur ce Tour du Pays Basque. Romain Grégoire, pour rappeler, 4e du Tour de Algarve 2025, qui malheureusement n'a pas pu jouer véritablement sa carte sur l'Estradé, puisqu'il a chuté. Cette année, il va faire Milan-San Remo, les Ardennaises et le Tour de France. Ouais, donc j'ai la concurrence du Tour du Pays Basque l'année dernière où il gagne. Orluis Aolar, 2e, le Vénézuélien de Cararual. Max Charman de Bora, 3e. Quentin Paché, 4. Alex Aramburu, 5. Voilà, c'était une très belle victoire pour lui. Sa première en World Tour, c'est super. Mais c'est pas encore ce que j'appelle gagner gros. Et donc moi, ce que j'attends d'un Grégoire, par exemple, cette année, il peut y avoir des trucs qui sont très gros sans être des victoires. Par exemple, un podium sur les Ardennaises. Il va faire Amstel, Flèche, Liège. Il fait 7e de la Flèche l'année dernière. Pour moi, s'il progresse et qu'il va faire un podium, sachant qu'il fait un début de saison franchement super, avant ses galères au Strade Bianche, s'il fait un podium, Romain Grégoire, sur une des 3 Ardennaises, et notamment à la Flèche, qui est peut-être celle qui lui convient le mieux, j'estime que c'est gros. Et ensuite, ça peut être gagner une étape du Tour. On sait que la première semaine du Tour va être vraiment à destination des punchers. Ça, moi je me dis, Romain Grégoire, il peut nous faire une mini à la Philippe 2019. Claquer une étape, être dans le jeu sur la première semaine, bien placé au général, et puis au jeu des bonifs, pourquoi pas même nous porter le maillot jaune une journée. Le maillot jaune, ce sera du bonus. Mais si Romain Grégoire nous claque une étape du Tour, j'estime qu'il aura gagné gros.
Moi, j'ai des attentes très élevées sur Romain Grégoire, et peut-être à tort, peut-être que je suis le Français typique qui suit le cyclisme depuis quelques années et qui, dès qu'il voit un jeune crack, s'excite très rapidement, peut-être trop rapidement, mais je vois un potentiel, je ne vois pas de plafond à ce coureur. Et le Tour d'Algarve m'a quand même mis sur la voie de quelque chose que je pensais depuis quelques temps, c'est que... je repense à la prédiction de Polo. Je vais en venir. C'est que moi, je pense que ce coureur peut se muer en coureur de course par étape, d'une semaine déjà, voire. Il était pas loin de gagner avant... Non, je confonds avec Paul Magnan, en plus, j'allais dire une bêtise. Je parle surtout du Tour d'Algarve, où ce dernier contre-la-montre, notamment, en montée, me rassure sur ses capacités de rouleur de 1 et aussi ses capacités de grimpeur de 2. Je rejoins Robin sur son profil vraiment très ardennais, où il a déjà montré de belles choses. J'ai souvenir qu'il a fait un très bon Tirreno il y a 2 ans, où il fait 8e aussi. Il sera capable pour moi d'aller en chercher, mais peut-être que pour moi, et c'est peut-être encore un peu tôt en 2025, mais je le vois peut-être aller plus loin. Alors c'est encore une fois, je parle de ce fantasme du Français qui veut voir des coureurs français performer sur des courses par étapes. Mais moi, j'ai pas envie de lui mettre de plafond, et ces dernières sorties, que ce soit sur la Fonardèche Classique qui gagne malgré un contexte assez rigolo, ou que ce soit le Tour d'Algarve où il m'a quand même impressionné sur un parcours très différent de celui dont on a l'habitude de le voir performer. J'ai envie de ne pas lui mettre de plafond et de voir très haut pour ce gamin que j'aimerais voir un jour, pourquoi pas jouer le général déjà sur les courses d'une semaine, et pourquoi pas plus. Et d'ailleurs, sur le Tour de France, vous attendez quoi de lui Une étape. Non, mais voilà, jouer les étapes ou jouer le classement général, parce que ça a souvent été la question pour les jeunes Français, notamment pour David Gaudu. Est-ce que je progresse dans la victoire? Est-ce que je progresse de manière linéaire pour un jour être ce coureur justement qui court en gérant ses efforts? Non, pour moi, Romain Grégoire aujourd'hui c'est un chasseur. Je rejoins Polo, il grimpe de mieux en mieux et il était impressionnant en Algarve. Mais pour moi, c'est un chasseur de classiques et d'étapes. Et c'est là-dedans que je veux le voir. Après, si il prend le maillot jaune en première semaine du Tour et qu'il claque une étape, bon bah qu'il le défende son maillot, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai pas envie de voir un Romain Grégoire qui vient sur le Tour pour jouer le général et qui n'attaque donc pas parce qu'il est en train d'économiser le moindre petit pet d'énergie qu'il peut et qui se bagarre pour aller faire un top 10 du Tour de France. Non, ça m'intéresse pas du tout. Il y a d'autres mecs qui sont là pour ça. On va en parler après, mais Lenny Martinez, Paul Sexas, ça c'est des mecs pour les classements généraux. Romain Grégoire, moi je veux qu'il se concentre sur péter des classiques et des étapes. Pour moi, si tu dois comparer, c'est parfois chiant de comparer entre les générations, mais c'est un mec qui doit faire du Alaphilippe. Pour moi, c'est son profil. Et après, si l'occasion se présente, va faire un Tour de France comme a fait Alaphilippe en 2019. Je lui souhaite rien de moins que ça. Franchement, s'il peut se faire un Tour de France comme ça, je serais le plus heureux pour lui. Mais pour moi, ça ne doit pas être l'objectif. Et pour finir sur Romain Grégoire, ma take un peu rigolote, grosse take dont on a parlé sur Winamax, sur l'échappée, c'est que ce sera le premier Français au classement général du Tour de France 2025. Voilà, donc ça c'est une connerie. 45 km de chrono, dont un chrono Escalata. On a vu qu'il était bon là-dessus. C'est surtout pour dire que nos Français, les autres, à mon avis, seront plutôt loin du compte aussi. Donc j'ai envie de mettre une petite pièce là-dessus. J'aime bien quand on prend des risques. Ouais, c'est bien, ça fera un extrait à ressortir. Voilà, surtout s'il finit 11e premier Français. Là, tu vas pouvoir y aller et tartiner. Dans ce cas, c'est toi qui le ressortira, mais tout le reste, ce sera nous. Je dis pas qu'il arrive, il va flex et je serai avec lui. Je dis pas qu'il finira top 10, mais j'ai du mal à voir un autre Français surperformer sur le prochain Tour de France. Lenny Martinez. Notamment Lenny Martinez. Effectivement, que tu imagines un peu moins fort cette saison. Le coureur de 21 ans qui a déjà gagné 6 fois lui aussi en pro. Alors lui aussi c'est sa 3e saison au niveau où il participe à des courses World Tour. Lenny Martinez, il arrive dans une équipe où il y a beaucoup de coureurs qui sont déjà confirmés. Je passe notamment à Buitrago, à Peyo Bilbao, tout à fait. Il va faire cette année Paris-Nice et le Dauphiné déjà, alors sûrement le Tour de France aussi. Voilà, c'est pas c'est sur la fiche là-bas. Oui, c'est sur la fiche. Ouais. Ok, je le vois pas là. Donc le Tour de France, Polo. Ouais. Qu'est-ce que c'est gagner gros pour Lenny Martinez cette saison? Lenny Martinez cette saison, c'est une course par étape. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on attend de Lenny Martinez? Moi, je vais bien. On parle d'un grimpeur français qui roule bien, en plus malgré son petit gabarit. Un podium sur Paris-Nice, c'est bien.
C'est gagner gros. Un podium. Alors, une course par étape, il ne faut pas qu'elle soit spécialement World Tour. Un Tour des Alpes, on a vu un Bardet gagner un Tour des Alpes, on a vu des choses comme ça. Moi, j'ai envie que Lenny Martinez s'affirme comme un coureur de classement général qu'il a envie d'être. Là, pour le coup, c'est pas nous qui le disions, c'est lui qui a envie d'être et qu'il doit être de par son gabarit, de par ses qualités. On ne sait pas encore exactement où il va aller. Alors oui, ce sera difficile. Mais la vraie question pour moi, et c'est pour ça que j'ai un peu plus de doutes autour de Lenny Martinez, c'est qu'il est dans une équipe où je ne vois pas, pour l'instant, quelle que soit la course, où il aura les coups des franches à 100%. Autour du Limousin. Autour du Limousin, peut-être, s'il veut. S'il la gagne, ce sera très bien. Est-ce que ce sera mieux que d'avoir gagné le Challenge Mont Ventoux ? Bah ouais, non, mais oui, je sais pas. Mais tu vois, je vois le Tour des Alpes-Maritimes, où il est obligé de travailler pour Buitrago, tu vois. Et en plus, ils perdent les deux couillons. Mais ça, c'est pas de leur faute. Mais oui, c'est le contexte de la nouvelle équipe, mais c'est le contexte qu'il va avoir avec des coureurs d'une équipe qui est quand même beaucoup plus dense en termes de niveau, avec des gens qui ont des ambitions sur les grands tours. Voilà, je serais curieux de savoir quel coup des franches il aura sur la saison. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, on en attend beaucoup, mais ce sera peut-être pas la saison où il va exploser. Mais d'un autre côté, si on veut jouer gros pour Lenny Martinez, on est obligé de lui donner des objectifs qu'il n'a pas encore remplis. Et ce serait pour moi déjà gagner une course par étape, peut-être faire des très beaux coups, notamment sur le Tour en montagne, mais pourquoi pas un maillot à poids, etc. Mais ça encore, je sais pas. Je suis un peu, comme je dis, je suis un peu le cul entre deux chaises avec la situation dans son équipe et les ambitions que lui il a. Pour le coup, c'est lui qui en parle et il est assez franc là-dessus. Par rapport à tout ça, tu vois. Donc, je vais être curieux de voir la saison, mais je suis pas non plus hyper confiant. Moi, je pense qu'il a le niveau pour gagner gros, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a les jambes pour, mais je rejoins Polo sur le côté, la situation dans son équipe n'est pas facile et son profil aussi. C'est-à-dire que, déjà, il ne sera pas forcément leader partout. Tu vas voir déjà là sur Paris-Nice, ça va être intéressant à observer, mais il n'est pas tout seul. Il n'était pas tout seul sur les premières courses de la saison et il a dû bosser pour Buitrago, qui est un peu la tête d'affiche de l'équipe et qui est là depuis quelques saisons. Et il joue le général, dans l'idée, sur les courses par étapes. Et quand tu joues au général sur les courses par étapes, c'est compliqué d'aller gagner les étapes, à moins d'être Tadej Pogačar ou d'être en tout cas un des plus forts en montagne. Et je pense pas que Lenny Martinez sera le plus fort en montagne sur Paris-Nice, sur le Dauphiné ou sur le Tour de France. Donc s'il va pas dans les échappées parce qu'il est dans une optique classement général pour faire top 15, top 10... Mais c'est pas vers là qu'on a envie que Lenny Martinez tende, justement, se relancer dans une équipe avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de budget. Lui qui est le grimpeur qu'il est, c'est pas de vouloir rivaliser avec les meilleurs, notamment sur Paris-Nice, avec un Vingegaard qui sera pas à 100%. Alors, et derrière, c'est quand même assez ouvert. Pas autant encore, mais en tout cas, là où je te rejoins, c'est que j'attends pas de cette année, pour Martinez, des victoires d'étape à Paris-Nice, au Dauphiné ou au Tour. Parce que pour moi, il sera pas dans une optique de jouer les étapes. J'attends des classements généraux. Pour moi, ce sera ça, gagner gros pour lui. Ça veut dire top 10 du Tour. Ça veut dire top 5 du Dauphiné ou de Paris-Nice. S'il fait un de ces trois-là, je te dirais qu'il a fait un gros coup. Ça, je suis d'accord avec ça. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, j'y crois ? Pas encore, pas tout à fait. Ça, je suis d'accord avec ça aussi. Déjà parce que je pense qu'il n'est pas leader dans son équipe aujourd'hui. Ça aussi, je suis d'accord. J'attendais, bravo. Si tu l'avais pas fait, j'aurais été déçu. Écoute, et parce que je suis pas sûr encore que même s'il était leader, il soit dans les 5 meilleurs de Paris-Nice, qu'il soit dans les 5 meilleurs du Dauphiné ou dans les 10 meilleurs du Tour. On avance. Paul Magnier d'abord, parce qu'on va faire par ordre décroissant en termes d'âge. Paul Magnier, Soudal Quick-Step, 20 ans, qui a fait deuxième du Het Nieuwsblad. Bon, il pouvait pas faire grand-chose parce que c'est Van Der Poel qui gagne. Ouais. Il était intouchable. Le Nieuwsblad, c'est Warrenskoll. Van Der Poel, il gagne le Sama et sur les Nieuwsblad, il peut pour moi se mordre un peu les roubignoles parce que il était à ça et on en parlait justement de quelques heures avant même que ma grosse tech française pour le coup c'était que Paul Magnier gagne une Warrenskoll grosse fait un bon classique. début de saison donc l'homme étonnant. On peut dire ce qu'on veut. Warrenskoll, il était même pas prévu sur le Het Nieuwsblad, il remplace de dernier moment, je sais plus pour X ou Y raison, un membre de son équipe chez Uno-X. Oui, pourquoi ? Je crois que c'est parce qu'il pleuvait ou un truc comme ça, parce qu'il y avait du vent de face et du coup ça allait arriver groupé, donc ils ont bien joué le coup après. Ouais, ils ont bien joué le coup, mais bref, pour revenir sur Paul Magnier, il peut quand même se mordre les roubignoles parce que moi je le vois gagner sur ce sprint quand je le vois déboîter. C'est Philipsen qui déboîte en plus. Il déboîte Philipsen. Ouais. Quand tu bats Philipsen et que t'es battu par Warrenskoll, ça fout un peu la haine quand même, je pense. Cette année, il fera le Tirreno Adriatico, il fera Ganvé-Velgem, il fera le Giro. Et San Remo.
et San Remo. San Remo, c'est intéressant. Hein. Moi, quand je le vois sur l'étoile de Bessèges, oui, mais sur des pourcentages, alors certes, ce sera trop dur face aux gros punchers qui vont faire sauter le Poggio. Pas gagner gros pas sur gagner, San Remo. Mais moi, encore une fois, mais gagner gros sur San Remo. Au mieux, il fera un top 20. Oh, attention. Hein. Au mieux, non. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir pour Paul Magnier. Ouais. En fait, combien de mecs... Il est fort, combien de mecs vont le lâcher? Est-ce qu'il va pas être... Allez, t'enlèves les 3 meilleurs. Espèce de Caleb Ewan des dernières années ou de Michael Matthews, tu sais. Est-ce qu'il peut pas passer avec le deuxième petit groupe et en fait ça rentre et il joue le sprint pour la gagne? Ouais. Moi je pense ça a un peu l'air avec un sous-entendu ça peut passer. Le Poggio c'est long. Non, c'est pas du tout ça la phrase. Avec un malentendu. Sur un malentendu ça peut passer. Waouh. Ce qui m'inquiète c'est que le Poggio c'est long. Mais dans 2-3 ans, ce sera plus long pour Paul Magnier. Là, ça l'est peut-être encore un peu, mais quand je vois ce qu'il est capable de faire sur l'étoile de Bessèges, quand je vois ce qu'il est capable de faire sur le Het Nieuwsblad, où il faut aussi mouliner quand même pas mal, moi, j'ai pas envie, comme Robin le dit, de me fermer les portes d'un top 10, voire d'un top 5 sur le Milan-San Remo. En fait, ça dépend pour quelle place il va arriver. Mais s'il arrive pour la 5e place, il y a de grandes chances qu'il fasse 5 ou 6. S'il arrive pour la 10e, il fera sans doute 10 ou 11. Mais je vois pas dans le monde dans lequel il fait 20, quoi. Ouais, et moi j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Tu vois, Paul Magnier, plus globalement, sans parler que de Milan-San Remo, c'est quand même le Français qui me hype le plus. Il est dans l'environnement parfait pour ses qualités. Ils savent faire avec un coureur de ces qualités-là. Et on le voit déjà, ça commence déjà à porter ses fruits. Je lui vois peu de défauts pour l'instant, peut-être un peu d'impatience. Mais même, tu vois, j'analyse ses derniers sprints, ce que j'ai vu un peu à Bessèges et sur le Het Nieuwsblad, pour moi il court parfaitement à chaque fois. À Bessèges, notamment la victoire qu'il va chercher, elle était pas faite. Il aurait pu se cramer les ailes bien avant. Sur le Het Nieuwsblad, il sort au bon moment dans la bonne roue de Philipsen. Je lui cherche des défauts, mais même des défauts de jeunesse il les a pas pour l'instant. Il est capable de bien monter, d'encaisser les bosses, d'encaisser les vallons. Il a une pointe de vitesse qui lui permet de battre à la régulière Jasper Philipsen cette saison. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute de plus? Ça va être intéressant sur Tirreno par exemple, Paul Magnier. Tu as les sprinters face à qui il sera. Je les ai à peu près, mais si tu les as clairement. Je les ai plus en tête. Bon, il y a Van Der Poel qui peut participer à certains sprints en fonction de ce qui se passe, on sait jamais. Il y a Jonathan Milan qui sera présent. Il y a Olaf Koy. Qui n'est pas dans une forme étincelante, Olaf Koy, donc qui peut. Ils ont roulé pour lui au Het Nieuwsblad. Tu vois, ça peut être intéressant de voir un duel entre les deux. Si Paul Magnier est en capacité de battre Olaf Koy, je pense que ça fera référence. Et franchement, je suis obligé de citer quand même Raj Kold, mais Groenewegen aussi. Voilà, il y a 5 ou 6 mecs de haut niveau qui sont présents, et je pense qu'il va se régaler sur ce Tirreno. Il a fait 5 podiums en 5 jours de course cette saison. Et donc la question c'est est-ce qu'il peut gagner gros? Pour moi c'est celui où j'ai presque le plus de certitude, encore plus que Grégoire. Je suis d'accord. C'est les deux où j'ai le plus de certitude, mais je mets presque Magnier devant. Et la seule question que je me pose c'est est-ce que sur les courses qui sont parfaites pour lui, genre Grand Wevelgem, il va pas être un peu bridé parce qu'il y aura sans doute un team Merlier qui sera dans le coin, et chez Quick-Step on va rouler pour Merlier, donc ça va être une question de calendrier aussi. Mais en tout cas je serais pas surpris qu'il gagne une étape de Tirreno. Je serais pas surpris qu'il gagne une étape du Giro où il va aller après. Giro sera peut-être un peu plus compliqué s'il y a du Team Merlier, s'il y a. Il y aura pas Merlier sur le Giro. S'il y a pas, alors il y a à voir. En ce moment, je sais pas qui je préfère prendre entre Milan et Merlier, mais parce que battre Milan, ce sera déjà un bel exploit. Mais est-ce que Milan va sur le Giro? Ah, ça je sais pas, mais on parlait de sur Tirreno, oui. De Tirreno. Non, il sera pas sur le Giro, voilà. Jonathan Milan. Sur le Giro, tu n'auras ni Philipsen, ni Milan, ni Merlier. Donc on va dire que les épouvantails du sprint de ce début de saison, les 3 meilleurs mondiaux, ils y seront pas. Et il y aura des sprints un peu pour le profil de Magnier, peut-être un peu en boss parfois, etc. Moi, je pense que Magnier, cette saison, il va gagner gros. J'ai hâte de le voir sur Grand Wevelgem et sur À travers la Flandre. J'ai hâte de voir si derrière il va aussi aller sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix dès cette saison. Pour l'instant, il me semble que c'est pas clair. Mais voilà, il aura 21 ans dans quelques semaines. Et moi, je pense que
d'ici le mois de mai, il aura déjà fait des gros trucs. Il n'y a pas beaucoup de coureurs de sprinters sur le Giro. Là, franchement, je regarde, il y a Mats Pedersen qui est là, il y a Van Aert, mais il veut plus en faire parce qu'il veut se consacrer à d'autres choses. Sur les sprints massifs, c'est pareil. Il y a Olaf Koy, mais Olaf Koy est quasiment le meilleur sprinter. Donc c'est ouvert. Donc en fait, Paul Magneux peut vraiment aller chercher des grosses victoires sur le Giro. Et un dernier truc. Et Sam Bennett. Ouais, oui, ça va aller. Ça va aller. Non, mais on est obligé de citer Sam Bennett si on parle de Paul Magneux. T'es pas obligé. Ça fait si tu veux, mais dans la qui tu veux. Oui, c'est qui tu veux, Joseph. Cite Arnaud Desmar aussi. Non, respect pour Arnaud Desmar, il a fait une très belle deuxième place. Voilà. Abonné aux deuxième place. Et Jean-Patrick Nazon, peut-être sur Giro, ça va pas être facile. Non, et un dernier truc sur Paul Magneux, parce qu'il faut qu'on avance aussi. Je pense qu'avec son début de saison et notamment les petites pierres qu'il a échelonnées déjà l'année dernière, il a acquis ce statut de leader pour ce genre de course chez la Soudal Quick-Step. Et quand on sait les armadas qu'ils ont pour aider les leaders dans ce genre de course, en termes de role player, j'allais dire, en termes de grégario plutôt, en cyclisme c'est mieux, c'est aussi quand même un bon point pour espérer voir Paul Magneux gagner des courses cette année. Et attends, juste un dernier truc, c'est le bon moment pour Magneux parce qu'il n'y a plus énormément de leaders sur les Flandriennes chez Quick-Step et ça lui ouvre une porte. Il s'est arrivé il y a 5 ans, c'était pas pareil. Effectivement. Le dernier, Paul Sexas, dont on termine de parler. Paul Sexas, le coureur de chez Decathlon, 18 ans. Et alors là, c'est vraiment le petit joyau. Ça fait 1 an et demi qu'on se refuse presque d'en parler, en se disant on va le laisser tranquille, Paul Sexas, première saison en pro, 18 ans. Mais voilà, mais quel coureur il peut devenir, ça, forcément l'avenir le dira. Mais on a envie de s'enflammer. Malgré tout, quelle peut être sa saison? Est-ce qu'il peut gagner gros cette saison? Non, pour moi, il pourra pas gagner gros cette saison. C'est pas l'objectif. Même s'il a surpris pas mal, y compris au sein de son équipe, sur sa course de reprise, je sais plus, c'était le Tour UE, je crois, où il a fait des bonnes places, des bonnes. Il a eu des bonnes attitudes en tout cas. Ils attendaient le Grand Prix de la Marseillaise où il a régalé quand même. Voilà. Et pour des premières courses à son âge où en fait il découvre le peloton pro, pardon. C'est déjà très encourageant. Tout ce qui ressort au sein de son équipe, c'est à chaque fois positif et surtout c'est enfin un Français qui grimpe et qui roule. On l'a mis dans sa petite fiche, mais champion du monde du chrono junior. Et donc ça fait une grosse différence par rapport par exemple à un Lenny Martinez qui est pas un rouleur catastrophique. Il roule de mieux en mieux, Lenny Martinez. Oui, mais là aussi, c'est un mec qui est le meilleur rouleur de sa génération, c'est quand même un truc de fou. Oui. Et qu'en plus il grimpe, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que t'as un mec qui potentiellement peut jouer les classements généraux sans galérer sur les chronos. Ça veut dire être un mec qui peut aller potentiellement jouer la gagne sur le tour, ce qu'on n'a pas connu avec des Pinot, avec des Bardet, et ce que pour l'instant on n'a pas encore avec la génération suivante. Donc moi j'ai très très hâte de voir, mais là pour l'instant c'est une saison 2025 qui doit être celle de la découverte. Et les 2 courses où je l'attends un petit peu pour voir, c'est le Tour des Alpes et le Tour de l'Ain. 2 courses où il y aura pas mal de montagnes, j'ai envie de voir comment il se débrouille face à les pros, quoi. Donc voilà, on touche à la fin de cette émission. Alors on va pas développer les bonifs comme on aurait dû les développer parce qu'au final... Là, j'ai même pas pu développer sur Paul Sexas, donc j'imagine qu'on va pas faire les bonifs, Joseph. Non, je t'ai pas donné la parole sur Paul Sexas, Polo. Non, mais de toute façon j'ai pas grand chose d'autre à rajouter de ce qu'a dit Robin. Je rajouterais juste cette phrase. C'est depuis très longtemps le coureur qui me fait espérer qu'on puisse pour un Français gagner le Tour de France. Ouais, mais combien de fois on a entendu cette phrase? Mais on le dira tout bas. Ce sera pas le Marvin Martin du cyclisme encore. Paul Sexas, on le dira tout bas parce que voilà, on en tout cas, si on n'y croit pas avec lui, on n'y croira jamais. Voilà. Il y avait un peu moins d'espoir sur Marvin Martin. Effectivement. Simplement, donc du coup, ta bonif, Paul, c'était Pidcock. Moi, c'était Ayuso. On en a quand même bien parlé. C'était quoi ta bonif? Scaroni. C'était les mecs en forme du début de saison. Voilà, c'était les mecs en forme de... Bon, il s'est fait la clavicule, du coup. Mais avant ça, il a été vraiment fort. Ouais, c'est vrai. Bravo. Petit crack, on le voyait un peu venir de nulle part, Scaroni. Bon, voilà. On verra après chez Astana, voilà, enfin un mec chez Astana qui fait un peu rêver, quoi. Un mot rapide sur Juliette Labousse et Poinfer en Prévost qui ont régalé aussi sur les Strade Bianche. À l'image d'un Tadej Pogačar, il n'y avait rien à faire face au vainqueur, au monstre. Mais bravo à elle, en tout cas. Demi Vollering qui a gagné. Exactement, Demi Vollering. Allez acheter Vélo Magazine. On suit la première course de Demi Vollering avec FDJ Suez. C'était en Espagne à Valence. Voilà. Ok, on l'achètera, Robin, dans lequel tu as écrit, évidemment. Exactement. Non, tu ne liras pas. Bon, merci Robin. Merci Joseph, c'était très cool. Polo. Merci les gars. On se retrouve du coup dans l'échappée. Comme vous le savez, tous les dimanches à partir de 18h, on sera de retour et on fera le débrief et de Paris-Nice
sur lequel il y a un duel Visma-UAE qui est intéressant, et sur Tirreno, où Ayuso potentiellement peut l'emporter. Aussi duel, il y a ça. Et peut-être qu'on aura un triplé de UAE sur le Tirreno, ce serait aussi historique. Ayuso, Yates, Del Toro. Voilà, exactement. Donc pourquoi pas. On verra ce qui peut se passer cette saison. C'est un peu probable, mais on ne sait jamais. Merci à Aymen et à Léo en régie, les amis. À très très vite sur Roue Libre. Gros bisous. Ciao. Ciao les rouleurs. Bisous.